Eh bien, en termes de divertissement, j'ai envie de dire ça fait le taf. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier opus de la saga Destination Finale qui s'intitule sobrement Destination Finale Bloodlines. Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. On y suit l'histoire de Stéphanie qui depuis quelques semaines, quelques mois, je sais plus exactement, fait tout le temps le même cauchemar, et donc ça l'empêche de dormir et c'est en train de mettre sa scolarité en péril. Mais il ne s'agit pas d'un cauchemar banal étant donné qu'elle semble y voir des événements qu'aurait vécu sa grand-mère plusieurs années auparavant. Enfin plusieurs dizaines d'années même. On met 3 fois rien, vous savez, des morts, des explosions, du sang de partout, enfin des trucs bien joyeux en fait. Et Stéphanie va donc se mettre en quête de retrouver sa grand-mère afin de lui éviter un sort funeste ainsi qu'à ses proches. Et essayer d'arrêter ses cauchemars au passage. Je préfère le dire d'entrée de jeu, je ne suis pas du tout un adepte des destinations finales, j'avais vu le 5 quand il était sorti, je crois que ça remonte à il y a au moins 10-15 ans si je ne dis pas de bêtises. Film que j'avais trouvé plutôt oubliable dans mes souvenirs, il me semble qu'il n'y avait pas de saveur particulière. Et je n'ai pas vu le premier il me semble, mais j'ai dû voir pas mal de morceaux, je crois que c'était le 3 ou le 4, quelque chose du genre. Donc même si j'étais plutôt curieux de voir ce sixième opus, je vous cache pas que j'avais pas d'attente particulière en y allant, et finalement j'ai passé un plutôt bon moment devant. Même si on y reviendra plus tard, il y a quelques petites incohérences, mais j'ai envie de dire c'est toujours le cas dans des films de ce genre. Ce que je trouve assez triste honnêtement, parce que je vous cache pas que je ne comprends pas comment on ne réussit pas à faire des films d'horreur, donc des films de ce style avec des morts de partout, qui ont un semblant de cohérence du début à la fin. T'as toujours au moins un ou deux moments où soit c'est un personnage qui va dire n'importe quoi, qui va prendre une décision de merde, ou il y a une situation qui va être complètement what the fuck. Bon, un film comme Destination Finale, dans les morts, ça me gêne pas, mais au niveau de certains points, ça me dérange. Et je trouve qu'il y a trop peu de films qui font quelque chose d'entièrement cohérent du début à la fin, comme je vous le disais pour le genre horrifique. Mais on va d'abord commencer par les bons points, et j'ai envie de commencer par les personnages, on va commencer par eux. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons globalement dans leurs différents rôles. Les interactions entre les différents personnages sont plutôt crédibles de manière générale, on sent que ce sont deux familles qui sont unies malgré un passif assez lourd. Entre une grand-mère qui apparemment est totalement psychotique, totalement parano, et une mère qui s'est barrée parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on le saura un peu plus tard dans le film. Les adultes qui justement ne veulent pas que les petits-enfants parlent de leur grand-mère parce que c'est un sujet un petit peu tabou. Le personnage par exemple de Stéphanie, donc qui est partie à la fac et qui visiblement n'a pas trop donné de nouvelles, on va lui reprocher aussi bien son frangin que ses cousins. Non, je trouve que ça fonctionnait de manière générale au niveau de l'alchimie. Et même si forcément dans ce genre de film, les scénarios sont la plupart du temps assez prévisibles, je trouve que c'est plutôt bien amené de manière générale. Je pense notamment à la mère qui a été absente, qui visiblement a abandonné ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Le fait qu'elle revienne, qu'on nous la ramène dans l'intrigue, bon là en l'occurrence c'est pour le décès de la mère, enfin de la grand-mère, donc c'est assez logique, mais je trouve que la façon dont elle se rabiboche avec la famille, c'est plutôt bien amené. C'est pas vas-y je reviens et ah trop bien maman, on t'a pas vu depuis 50 ans mais on est content de te voir. Non, c'est vraiment un travail sur le long terme et je trouve que c'est plutôt bien établi au niveau des relations. En plus de ça, très honnêtement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les personnages n'étaient pas des écervelés dans les décisions et dans les dialogues qu'ils pouvaient avoir entre eux. Comme par exemple, alors c'est un spoil, mais bon, pas vraiment. Si vous avez vu un Destination Finale avant celui-ci, ce ne sera pas un spoil parce qu'à chaque fois dans tous les films, on nous explique comment essayer de tromper la mort. Et donc à chaque fois, ça va être soit il faut tuer quelqu'un pour prendre sa place justement, sans savoir par contre combien de temps il nous reste à vivre, soit il faut mourir et se faire réanimer par la suite. Et quand les personnages apprennent ça, justement, ils sont en train de réfléchir, enfin, ils sont tous contre le fait de tuer quelqu'un d'autre, et à un moment donné, ça traverse l'idée de quelqu'un, mais il va dire, bah non, c'est con, je vais pas tuer quelqu'un, sachant que j'ai aucune idée de combien de temps il va lui rester à vivre. Donc j'ai trouvé cette réflexion assez intéressante, j'ai pas le souvenir que c'était aussi poussé, je mets des guillemets, dans les anciens films. Encore une fois, je rappelle, je les ai pas tous vus. Et ça, comme je vous le disais, j'ai trouvé que c'était à plusieurs moments dans le film où les personnages raisonnaient de manière assez intelligente. Il y a un autre moment, par exemple, où le personnage de Stéphanie va expliquer à l'ensemble de sa famille ce que lui a expliqué justement sa grand-mère par rapport à la mort, comment ça fonctionne et tout ça. Leur expliquer également que leur famille est maudite. Et même si pourtant, au moment où elle explique ça à sa famille, ça fait suite à une mort tragique de l'un des membres de la famille, ça me semble pas incohérent que l'ensemble des membres de la famille n'y croient pas à son baratin. Tu pourrais dire non, c'était vraiment juste la faute à pas de chance, mais dès qu'il y a la deuxième mort qui intervient, là, de suite, plus personne ne remet en question quoi que ce soit. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez cohérent parce que souvent, dans ce genre de film, il pourrait être en mode mais non, c'était encore un coup de malchance. J'ai envie de dire non, à partir du moment où on t'explique le plan et qu'en plus on t'explique que c'est par ordre chronologique, par tranche d'âge, non, là tu sens que c'est totalement logique. Bon, par contre, il y a un personnage que j'ai trouvé plutôt incohérent dans la plupart de son discours, pas dans tout ce qu'il disait, mais dans une certaine partie, c'est le personnage donc qui est incarné
par Tony Todd, le regretté Tony Todd qui est décédé fin 2024. Je ne spoil pas son identité parce qu'il a un certain rôle dans ce film et je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le seul film dans lequel il a plus ou moins une origin story. Pour la faire courte, il nous explique qu'il a aidé le personnage d'Iris, donc la grand-mère, à bâtir une maison pour échapper à la mort suite aux événements qui se passent au début du film et un petit peu après, je ne spoil pas volontairement. Sauf que je suis désolé, mais quand tu vois la gueule non seulement de la maison, mais de ce qui entoure la maison également, je trouve que c'est juste débile. Mais vraiment, je vous jure, c'est un truc de ouf. On te dit qu'elle s'est mise ici pour justement que personne ne la retrouve jamais, qu'elle soit tranquille à l'abri de tout, de quoi que ce soit qui puisse la tuer. Quand tu regardes l'extérieur de la maison, j'ai essayé de regarder dans la bande-annonce, mais on voit pas l'extérieur de la maison, on voit juste un tout petit bout de son jardin, si on peut appeler ça comme ça. Il y a absolument 1 million de trucs qui pourraient la tuer, même de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. Et quand le personnage de Stéphanie va chez elle, justement, c'est assez cohérent dans ce qu'elle lui explique pour pouvoir accéder à la maison. Mais même dans la maison, tu vois qu'il y a des trucs potentiellement dangereux un petit peu partout. Et bon, il y a un extincteur à un endroit, je ne spoil pas, mais tu as un extincteur à un endroit, tu sens clairement qu'il est là juste pour potentiellement foutre la merde. Il n'a aucun intérêt à être placé là où il est. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu con quand plus tard dans le film, le personnage de Tony Todd, enfin qui est incarné par Tony Todd, nous explique: oui, j'ai essayé de bâtir une forteresse infranchissable pour la mort. Non, vous avez juste créé un piège à con où il y a de la mort qui règne partout. D'ailleurs, en parlant de la bande-annonce, il y a encore quelques extraits une fois de plus qui n'apparaissent nulle part dans le film et ça commence à faire beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup trop régulier, donc arrêtez de nous vendre des bandes-annonces avec des séquences qu'on ne voit jamais. Et il y a un autre point que j'ai pas compris avec ce personnage, c'est que les autres protagonistes vont le voir pour lui demander des conseils et lui il dit: je suis fatigué, on vient tout le temps me voir pour me demander des conseils, mais sauf que dans mes souvenirs, dans les autres films, c'est lui qui à chaque fois se trouve comme par hasard sur les différents lieux où il y a différentes morts et qui va voir les personnages en leur expliquant: vous avez trompé la mort, attention, elle viendra vous chercher. Donc j'ai trouvé que c'était un peu de la mauvaise foi. Donc voilà, comme je vous disais, je trouve que c'est un petit peu con les dialogues qui ont été créés avec ce personnage et c'est un petit peu dommage parce que c'était en plus son dernier rôle. Après, sur l'ensemble du film, je vous cache pas que je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y avait globalement moins de gore, moins de scènes sanglantes, même moins de morts de manière générale par rapport à d'autres opus. Donc comme je vous disais que j'étais pas du tout un expert sur cette saga, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse si je me trompe ou si je me trompe pas, mais j'ai vu dans la salle donc plusieurs personnes qui sont sorties, ce que j'ai trouvé étonnant parce que le film restait quand même assez divertissant, mais je me suis dit tiens, peut-être que dans les anciens il y avait beaucoup moins de scénarios et beaucoup plus de morts. Je peux me tromper là-dessus, mais j'attends vos retours. D'ailleurs, l'ensemble des morts, je vous cache pas que je les ai pas trouvés incroyables, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas grand-chose d'original du tout. Alors les 2 dernières morts, on va même pas en parler parce qu'elles sont bâclées, mais d'une puissance, mais j'ai jamais vu ça. Et même si il me semble, c'est le cas dans les opus précédents, qu'on termine à chaque fois sur une ou plusieurs morts, là, ça a vraiment, comme je vous le dis, été expédié en 2 secondes top chrono. Donc t'as même pas le temps de savourer entre guillemets ce que tu vois à l'écran. Pouf, t'as le générique qui pop, tu fais what? Non mais attends, on nous balance ça comme ça. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, c'est pas pour spoil, mais je ne verrai plus jamais les IRM de la même façon et ça fait partie des morts qui étaient plutôt originales. Et je dis ça parce qu'en me renseignant après le film, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas faire un truc comme ça. Et ben visiblement si. Donc en fait, potentiellement quand on rentre dans un IRM, on est dans une machine qui peut potentiellement nous tuer. Alors de ce que j'ai lu et je l'ai vérifié à plusieurs endroits pour être sûr de pas vous dire de la merde, donc ce que je vous dis c'est véridique. En gros, il y a une unité de mesure qui s'appelle le Tesla sur les IRM, ça je ne le savais pas. C'est une puissance qui va de 1 à 7. Et en gros, de ce que j'ai compris, la plupart des IRM de manière générale vont de 1 jusqu'à 3. Mais d'autres IRM dans certains centres spécialisés peuvent monter jusqu'à 7 Tesla. Mais quand tu vois l'incidence que ça a, je me dis, mais c'est hyper dangereux. Enfin, et en fait, j'ai du mal à me. Je me pose la question, dans quel contexte on va jusqu'à une telle puissance? Enfin, si on ne s'en sert jamais, admettons, et si c'est aussi dangereux, pourquoi ça peut aller jusqu'à une puissance aussi élevée? Et c'est une vraie question que je vous pose, hein. Donc, s'il y en a qui sont dans le médical et qui ont la réponse, clairement, je suis très curieux de la connaître. Et je terminerai juste cette petite vidéo critique en parlant d'une incohérence dans le scénario que j'ai découverte après avoir vu le film. On nous explique qu'il y a un des personnages dans un des opus précédents qui a réussi à tromper la mort et qui est actuellement toujours vivant. Mais le problème, c'est que ce personnage en question a été mort à un moment donné dans le film et a été réanimé par la suite. Donc il a réussi à tromper la mort comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Sauf que dans cet épisode 6, donc destination finale Bloodlines, t'as un personnage à qui il arrive exactement la même chose, c'est-à-dire que le personnage est mort de la même façon et a été réanimé exactement de la même façon, sauf que vers la fin du film, on nous explique
Ah mais non, mais si t'est arrivé ça, c'est pas que t'es morte en fait. Donc, je suis désolé, mais ça n'a absolument aucun sens, ça ne respecte pas ce qui a été fait dans un opus précédent. Donc je suis désolé, mais ça, c'est encore plus débile que le reste. Donc un choix un petit peu discutable et même assez incompréhensible, étant donné que, comme je vous disais, ça ne respecte pas le produit d'origine. Après, encore une fois, ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment, étant donné que ça, j'ai été obligé d'aller le vérifier sur internet, vu que j'avais pas vu les opus précédents. Mais par contre, celles et ceux qui auraient vu les anciens, bah oui, vous allez peut-être tiquer en voyant cela. Ah, excusez-moi, j'ai encore un point à ajouter avant de terminer, j'en ai pas parlé au début, je devais, mais j'ai oublié. Je trouve que le film est assez bien réparti entre tout ce qui va être horreur, scénario, drame et humour. Le film est assez rigolo, honnêtement, je vous cache pas qu'il y a pas mal de moments où je me suis bidonné, c'est un grand mot, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre. Alors peut-être que ça va en décevoir certains parce que le but c'est pas forcément d'être drôle. Après moi je vous cache pas que les films d'horreur comme ça, ou enfin horreur entre guillemets, où il y a des morts un petit peu what the fuck, moi ça a tendance à me faire marrer. Mais même dans les dialogues, dans la construction du scénario, tout ça, ouais, je trouve qu'il y a plusieurs moments qui étaient assez marrants et je pense que ça m'a aidé à plutôt bien apprécier le moment. Donc voilà, ce sera tout pour ce Destination Finale Bloodlines. Comme je vous le disais, film plutôt sympathique devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment et que j'aurais plutôt tendance également à vous recommander, sauf si vous êtes réfractaire au sang, au gore, ce genre de choses. Mais si vous allez le voir, n'hésitez pas encore une fois à me faire un petit retour en commentaire. J'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser ne serait-ce qu'un petit peu à ce film. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. Pensez également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.